Alors, deuxième personnage, qui lui n'est pas un personnage modeste, c'est un personnage qui a beaucoup travaillé, qui est donc Cavalcaselle, qui était italien. Lui aussi avait quitté l'Italie dans les mêmes années, aussi pour des raisons politiques, avait été à Londres et il avait rencontré là un journaliste, historien d'art excellent, Crowe, et tous les deux, ils ont écrit plusieurs livres, dont le plus important est une nouvelle histoire de la peinture en Italie, et qui est une révision complète de tous les tableaux qu'il pouvait voir, toutes les fresques italiennes qu'il pouvait voir, aussi bien en Italie qu'ailleurs. C'est la première grande histoire complète, après Lanzi, qui était évidemment un peu légendaire, accrochée vraiment aux œuvres elles-mêmes, avec un œil extraordinairement perspicace. Je vous ai montré là un détail de ces carnets qui sont conservés à Venise aujourd'hui, qui sont des carnets entièrement pleins de ces petits dessins, avec des annotations de toutes sortes de couleurs, de styles, etc., qui, bien qu'à l'époque on utilisait déjà la photographie, lui s'appuyait sur ces petits dessins. Je vous montre un tableau parmi d'autres, évidemment, de tout ce qu'il a redécouvert. Parce que non seulement il découvrait les œuvres elles-mêmes, n'est-ce pas, et c'était déjà bien, mais il les replaçait dans un contexte historique. Ce n'était pas simplement une attribution en l'air, c'était vraiment une vision générale de la peinture italienne qu'il a été le premier, en fait, à inventer, si je puis dire, ou à réinventer. Alors le tableau qui est à gauche, Antonello da Messina, qui est un tableau archi célèbre, donc était attribué tout simplement à un Bonsignori, qui est un peintre très secondaire, véronnais de la fin du XVe, donc qui passait complètement inaperçu. Alors, un autre personnage de la même époque, lui, complètement un personnage public, il est devenu sénateur, il a joué un rôle très important au point de vue de l'influence italienne en général en Europe, c'était Morelli. Alors Morelli a été, au début, on s'est beaucoup moqué de Morelli parce qu'il avait fait de façon un peu systématique, un peu trop, comme ça, un peu pesante, une façon de reconnaître les peintres, distinguer les peintres des uns des autres par la façon dont ils dessinaient les oreilles, le nez, les pieds, etc. C'était un peu ridicule. Donc, je vous montre une planche parmi d'autres de son traité. Heureusement, il valait beaucoup mieux que ça, et ce procédé, comme un otorino qui regarde les nez, les oreilles, etc. Donc, il avait un œil aussi très fort, et il savait en plus très bien lancer sa publicité, et que toutes ces découvertes étaient tout de suite répandues dans toute l'Europe. Et à Dresde, là encore, il a aussi changé beaucoup de choses, puisqu'il a en somme débaptisé le tableau qui est en haut, qui a été détruit à la dernière guerre, qui était attribué à Correggio, en disant c'est pas du tout Correggio, c'est un tableau d'après un peintre hollandais de la fin du XVIIe. On était donc très très loin de l'attribution. Et en dessous, c'est un des tableaux les plus célèbres aujourd'hui de la peinture vénitienne, donc qui était dans les réserves à Dresde comme copie par Sassoferrato, donc un peintre du XVIIe, d'après Titien. Or, il a découvert, non, c'est Giorgione. On peut discuter sur Giorgione aujourd'hui, hein, d'accord, mais enfin, il a quand même montré que c'était un grand chef-d'œuvre, donc qu'il a révélé de cette façon-là. Alors Morelli a eu beaucoup d'élèves, a été beaucoup encensé, il a eu toute une série, nous sommes là à la fin du XIXe siècle, et on allait voir Morelli, le sénateur Morelli, etc. Mais son œuvre, qui a été réétudiée récemment par une universitaire américaine, Jane Anderson, qui a fait un très bon travail sur Morelli, Jane Anderson, a montré que l'homme était mieux que ce côté un peu trop provocateur et show business, si je puis dire, qu'il a eu pendant sa vie. Alors ensuite vient l'incarnation même internationale du connaisseur, qui est Bernard Berenson, qui était donc d'origine européenne, mais qui s'est installé aux États-Unis, qui était un Wonder Boy extrêmement précoce dans ses travaux. Il a été tout de suite à Harvard et il a été tout de suite encouragé par des gens plus riches qui l'ont aidé à faire son métier, qui était celui d'historien d'art. Il est venu en Europe et il s'est installé définitivement à Florence. Sa villa existe toujours, Itati, qui est un endroit extraordinaire, qu'il a légué d'ailleurs avec les collections et la bibliothèque à l'université de Harvard. Et il s'est lui aussi fait un personnage humaniste, donc s'intéressant à énormément de choses, une culture profonde, aussi bien chinoise qu'européenne, etc., et un œil infaillible.
ce qui lui a permis d'aider, de conseiller beaucoup de marchands. Et c'est l'époque où vraiment les marchands, à commencer par Joseph Duvin par exemple, qui était à Londres, commencent à faire les grandes collections américaines qui vont devenir les musées américains, et que Berenson se donne un peu pour tâche d'aider, évidemment en étant très 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 bien payé, Duvin et quelques autres marchands, d'aider également des collectionneurs, par exemple Elizabeth Seward Gardner à Boston, dont le musée est entièrement fabriqué, plus ou moins sur les conseils de Berenson, pas seulement de tableaux italiens d'ailleurs. Donc, a gagné tellement d'argent qu'il a pu lui-même acheter cette ville-là, l'agrandir, se faire une collection, et on le voit là à gauche, devant un tableau de Domenico Veneziano très important, qui est toujours d'ailleurs à Etati, et jusqu'à la fin de sa vie, il est mort en 1958, vous voyez à la droite, continuant à recevoir les duchesses, les marchands, les amateurs, les historiens, avec entouré de jeunes femmes qui s'occupaient de lui. C'était un personnage qui était devenu mythique presque. Et ce côté mythique était parfaitement justifié parce qu'il était incontestablement une sorte de génie de l'œil. Alors ça c'est le côté Berenson, mais il y avait un autre, donc Florence et les États-Unis en plus, il y avait un autre pôle très remarquable en Europe à ce moment-là, c'était Berlin. Berlin venait de gagner la guerre contre la France en 70-71, triste pour la France, très bien pour la Prusse, devenue l'Empire. Et le Reich, le Deuxième Reich, a souhaité donc développer à Berlin, pour bien marquer que c'était la capitale, et que ce n'était pas Munich ou une autre ville, ni Dresde, donc de développer encore plus le grand musée. Et ils ont eu l'intelligence de regrouper dans une ville qui avait déjà compté de grands spécialistes, comme Wagen par exemple, ou d'autres, enfin, toute une série de grands historiens d'art, un groupe de grands conservateurs dirigé par Wilhelm von Bode, que vous voyez à droite, dessiné par son ami Max Liebermann, qui était à l'époque le peintre le plus célèbre d'Allemagne, et à gauche, le petit au milieu, c'est aussi un autre génie, c'est Friedlander. Alors, un autre Allemand qui a été formidable, lui aussi, c'est Hermann Voss, donc, qui, pendant la guerre, en 1915, à un moment où, évidemment, moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de rapports autres qu'à travers les armes entre la France et l'Allemagne. Donc, il publie dans je ne sais plus quelle revue allemande, le Zeitschrift von Kunstgeschichte, je pense, un article où il révèle un nouveau peintre inconnu, complètement inconnu, qui était Georges de Latour.